Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et en ce 9 décembre, c'est Jonathan Sabat, Product Manager et fondateur de Copystormer, qui est avec nous. Salut Jonathan, comment ça va ? Salut. Bah écoute, ça va très bien, tout roule. Top. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Yes, bah du coup, Jonathan, Product Manager, j'ai bossé 4 ans chez Paper.Nest, donc start-up parisienne, et depuis 1 an, je me suis mis en indépendant pour lancer des projets perso et pour bosser en freelance. Et voilà, et depuis, bah, ça se passe très bien. Je donne aussi des cours pour un institut de Product Management qui s'appelle Maestro, et pour Lyon, qui est un peu l'institut au même endroit. Voilà. Ok, ouais, Maestro que je connais bien vu que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Exactement. Comment est-ce que t'as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui du coup t'a poussé à y faire carrière ? Bah, en gros, moi à la base j'avais fait un cursus ingénieur et du coup je savais que je voulais pas devenir développeur derrière. Au contraire, ce qui m'intéressait c'était plutôt la partie design, la partie expérience. Et du coup bah j'ai continué un peu mes études en école de commerce. Et c'est là qu'après j'ai vu qu'il y avait un métier qui réunissait un peu ces 3 casquettes que sont la tech, le business et le design. Et bah, du coup je me suis dit bah, ok, c'est pour moi ça. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et tu disais que depuis 1 an tu t'étais mis à ton compte, qu'est-ce qui t'a poussé justement à devenir indépendant ? Bah ça s'est fait un peu tout seul quand j'ai quitté ma précédente boîte. J'ai eu des gens qui m'ont proposé des missions et comme ça m'avait intéressé, j'ai accepté et depuis bah voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Donc il y a pas vraiment eu un moment où je me suis dit go le freelance. C'est juste que ça s'est fait, ça se passe bien, donc voilà, plutôt content. Là actuellement récemment tu as créé Copystormer. Est-ce que tu Yes. peux expliquer aux gens ce que c'est et quel problème ça résout ? Ouais, alors Copystormer, c'est un outil qui permet aux gens qui rédigent beaucoup sur LinkedIn de se faire accompagner. Donc en gros, c'est tout simplement un générateur de posts. En fait, l'idée c'est de dire un peu comme un assistant de quoi va parler un post. Par exemple, je suis content d'annoncer ma levée de fonds sur BFM TV, merci à tous. Et le Copystormer va générer un post complet avec le ton LinkedIn, avec de l'émotion, avec des emojis, avec un vrai propos, parfois des super arguments, des très bons exemples. Et du coup, bah, après, vous avez plus qu'à choisir en fait le post généré, parce qu'il en propose plusieurs très différents, et le peaufiner un peu à votre sauce, et c'est bon quoi. Et du coup, l'idée, c'est de faire gagner beaucoup de temps aux gens qui ont plein de choses à dire, mais qui n'ont pas forcément envie de passer beaucoup de temps à la rédaction quoi. C'est vraiment un gain pour les flemmards de la rédaction, les gens qui ont plus de trucs à dire que de temps pour le faire, et de permettre surtout aux indépendants de passer plus de temps à travailler sur leur sujet plutôt que sur parler de leur sujet quoi. Donc du coup ça permet à tout le monde de s'exprimer et de prendre la parole. Exactement. Comment est-ce que t'as creusé le problème ? Quelle méthode t'as utilisée pour construire Copystormer ? En gros, bah, ça s'est passé un peu cet été. J'avais prévu de faire ma promo sur LinkedIn pour mes produits, donc je me suis dit, bah, j'ai un peu de temps cette semaine, je vais préparer mes posts, et j'ai regardé un peu dans l'écosystème tous les outils qui permettaient de faire de la planification, de l'aide à la rédaction. Et je suis tombé un peu sur sur ce monde de l'IA générative qui est en train de prendre son essor en ce moment. Et en fait, il y a aucun outil du marché qui m'a permis de faire ce que je voulais. Du coup, je me suis dit, bah ok, c'est l'occasion. J'ai envie de tester l'IA, j'ai envie d'aller plus vite dans ma rédaction. Je suis à peu près certain que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Et j'ai commencé à faire des petits POC, des petits tests de génération de conseils d'abord avec de l'IA. Donc l'idée c'était de voir un peu si j'arrivais à mettre les mains dedans. Et j'ai fait des petits trucs rigolos comme un outil qui permet de créer des noms de produits. J'en ai fait un autre qui permet de donner des recommandations de films. Et à chaque fois sur le même principe de comment utiliser l'IA pour faire ce qu'on a envie de faire dans un cadre un peu plus précis. Et du coup, bah, la dernière étape, c'était pouvoir générer des vrais posts. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait depuis lors, quoi. Voilà. Et du coup tu crées beaucoup d'outils. Quelle est la part de dev et la part de no-code à chaque fois ? Bah là, pour le coup, sur celui-là, c'est peut-être celui où il y a le plus de code par rapport à ceux que j'avais fait précédemment. C'est beaucoup de no-code, notamment pour la partie front-end, et sur le back-end, c'est beaucoup de code. Après, l'IA, elle se manipule avec un système que je qualifierais ni de code ni de no-code. C'est encore autre chose. Ça s'appelle le prompt engineering, et en gros, c'est comment parler en langage naturel
à une machine pour qu'elle donne ce qu'on attend. Et en fait, c'est des vraies techniques qui sont encore des nouvelles compétences à connaître. Et c'est ça pour lequel j'ai beaucoup bossé ces derniers temps. C'est améliorer mon niveau en parler à une IA pour avoir des bons posts LinkedIn en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant et je pense que c'est un vrai sujet d'avenir pour le coup. Le résultat est assez bluffant puisque en fait t'as lancé Copystormer en expliquant que la plupart de tes posts précédents étaient générés par une IA, ce qui a fait pas mal réagir. Voilà. En bien et en mal, enfin il y a eu pas mal de réactions. Est-ce que tu t'attendais à autant de réactions ou pas? Alors franchement pas du tout. Je pensais pas qu'il y aurait ces réactions un peu virulentes pour le coup. J'ai eu des gens qui me sont un peu tombés dessus parce que j'avais pas vu venir. Mais enfin ça montre que ça touche quand même un sujet sensible qui est l'écriture. Et en fait pour moi c'est plus enfin les réactions que j'ai eues c'était des choses comme ouais c'est la fin de LinkedIn, voilà la créativité va mourir et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dedans et qu'en vrai c'est un outil d'aide qui au contraire va permettre de démocratiser la parole pour des gens qui ont pas les codes ou pas le temps. Et donc en vrai bah ça m'a donné aussi l'occasion de débattre en fait donc, sur ces sujets-là, ce qui est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, après avoir essuyé mes dizaines de commentaires de de haters, j'avoue que j'étais un peu cramé, ouais. Voilà. Ouais, et j'ai vu que dans les commentaires d'utilisateurs, t'avais notamment Flavie de Mastro qui disait que justement pour elle c'était une source d'inspiration et d'aide plus inspirationnelle que faire le produit fini directement. Est-ce que t'as des retours de cas d'usage extrêmement différents des gens qui l'utilisent ou pas? Ouais, absolument. Bah pour le coup là, j'ai lancé les préventes il y a pas longtemps et j'ai mes premiers retours d'utilisateurs. Et effectivement, il y a plusieurs façons de s'en servir. J'ai eu des gens qui écrivaient leur post à la main et ensuite qui donnaient l'idée de leur post au Copystormer pour se challenger. Donc en fait, c'était vraiment un outil de voilà, j'ai déjà fait mon travail, mais je le donne quand même à mon assistant pour qu'il le fasse aussi de son côté. Et après, on voit quel est le meilleur et on s'inspire les uns les autres, quoi. Donc ça, c'était un des premiers cas d'usage que j'ai eu. J'en ai d'autres qui au contraire étaient en mode je fais complètement confiance à la machine et vraiment j'ai pas le temps de m'en occuper donc je récupère un résultat tel quel et ça me va quasiment, donc modulo quelques modifications et à peu près tout ce qu'il y a entre les deux quoi. Donc en vrai beaucoup de façons différentes de l'utiliser, mais c'est vrai que pour le coup j'étais très très content des premiers retours, des gens qui m'ont dit que c'était bluffant, que c'était extraordinaire et tout, donc vraiment très très content du résultat, ouais. Moi j'ai fait le test que t'avais proposé en ligne pour savoir si on arrivait à détecter des posts écrits par une IA ou des posts écrits à la main. Bah je me suis planté pas mal de fois et il y a un post notamment qui m'a pas mal intrigué où c'était des femmes dans le monde du dev et dans le monde de la technique qui avaient été peu mis en avant et en gros l'IA avait écrit ce paragraphe là en entier avec énormément de détails et je me demande en fait comment est-ce que tu t'assures que ce que l'IA écrit est juste et pertinent et que c'est pas juste logique en tant que phrase mais faux factuellement. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet pour le coup. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce côté-là sur les IA. Je peux pas garantir que les faits donnés soient toujours vrais. Donc ça demande aussi un travail sur les chiffres notamment, de vérifier que les données sont exactes. Et t'as raison, parfois il arrive que c'est logique dans la phrase d'avoir ce chiffre-là, mais le chiffre est pas totalement vrai. Et du coup, ça demande une petite vérif, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que tu mesures? Quel est ta North Star dans ce projet? Alors pour le coup là c'était sur le lancement, c'était le nombre de préventes tout simplement. Ok. Je m'étais fixé un objectif, je m'étais dit si j'arrive pas à atteindre cet objectif, bah, je kill le projet, ça veut dire que ça intéresse pas suffisamment. Et au final bah je l'ai dépassé, donc je suis assez content. Je continue le projet. Trop bien. Et pour terminer cette introduction, deux petites questions. Est-ce qu'il y a quelque chose concernant le produit que tu as appris récemment? Bah en gros j'ai lu le livre de Teresa Torres sur les arbres de solutions, Solution Opportunity Tree, et pour le coup ça m'a vraiment inspiré. Enfin c'était vraiment très intéressant, très challengeant, et je pense que c'est quelque chose que je réutiliserai à l'avenir. Donc ce concept un peu de représenter les problèmes et les solutions non pas sous forme de liste mais sous forme d'arbres. Franchement c'est assez challengeant et intéressant, donc je pense que je récupérerai pour la suite, ouais. Et un conseil pour faire de la veille et rester curieux sur le produit en général? Bah en gros moi j'aime beaucoup les contenus de Marty Kagan qui sont un peu en référence, bah, pour moi là vraiment la référence sur le sujet. Bah du coup j'ai ajouté Teresa Torres à ma veille, et je lis beaucoup le Ticket aussi depuis quelques temps, donc newsletter en français sur l'écosystème et sur les expériences des PM de France plutôt, et voilà sûrement et d'autres que j'oublie, mais là c'est les principaux.
On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Dans mes conseils, je dirais de commencer par lire Marty Kagan. Je pense que ça c'est un conseil assez sain qu'il faut voilà, donc que ce soit le blog, la newsletter ou le livre, c'est toujours hyper bien pour mettre ses idées au clair. Et pour en termes de recherche de postes, je dirais d'être vigilant sur certains postes qui se vendent comme product management, mais qui sont pas vraiment du product management, quoi, qui sont plutôt de la gestion de projet classique, et qui peuvent être déceptifs en termes de ce qu'on nous demande de faire une fois qu'on est dedans. Donc je pense que ça serait les deux recos que je donnerais. Et toi, à titre personnel, il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le produit ou pas du tout? Ouais, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début, hein, j'avais pas forcément les bonnes infos, et il y a vraiment un truc que j'ai appris un peu à la dure en fait, et qui maintenant j'en parle souvent quand on me pose cette question-là, c'est de pas, c'est de bien faire la différence entre quelque chose qui est utile et quelque chose qui est utilisable. Pour le coup, d'entrée de jeu, on peut se dire, si quelqu'un arrive à se servir de mon produit, c'est que ça va bien marcher pour lui. Mais en fait, pas trop. On peut créer des choses qui sont très utilisables, mais en fait, qui apportent pas vraiment de valeur. Et de bien distinguer la façon dont on teste l'utilité de quelque chose et l'utilisabilité de quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Et comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Est-ce que tu penses justement que l'IA dont on parlait tout à l'heure va jouer un grand rôle ou pas du tout? Je pense que l'IA va jouer un grand rôle dans à peu près tous les métiers et toutes les industries, donc le produit inclus. Un des trucs que j'attends avec le plus d'impatience, c'est l'introduction de l'IA dans les outils de rédaction de tickets, donc type Notion. Donc ça, j'ai vu qu'ils commençaient à lancer ça cette semaine, donc je suis extrêmement impatient de voir ça, comment ça va évoluer. Déjà, si ça peut faire gagner du temps sur la rédaction de trucs un peu répétitifs, c'est trop bien. Mais un des trucs sur lesquels j'attends vraiment de l'IA, c'est pour aider pour la génération d'idées, typiquement pour aider au brainstorm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que l'IA aujourd'hui peut vraiment amener quelque chose de décisif. C'est de se dire, par exemple, je réfléchis à quelles sont les raisons pour lesquelles les gens quittent mon parcours page paiement, voilà. Et je demande à mon IA, donne-moi 10 raisons pour lesquelles les gens quittent mon parcours, quoi. Et sur les premiers essais que j'ai fait, j'avais commencé à faire un POC un peu sur ce sujet-là, et j'avais eu des très bons résultats, pour le coup. Des résultats vraiment pertinents, adaptés, intelligents, originaux. Et je pense que ça peut vraiment challenger la réflexion, de façon significative, quoi. Voilà. Ouais, très bien. Et quels sont tes plus grands challenges aujourd'hui? Pour mon projet là pour l'instant, c'est de transformer le lancement réussi en produit viable. Voilà, c'est un peu mon gros sujet. Donc comment bien positionner le truc en termes de pricing, de compétition, etc. Ça c'est un peu mon sujet du moment. Ouais. Vu que tu utilises le produit sur lequel tu travailles à titre personnel également, ouais. Comment est-ce que tu évites les biais de dire ce truc là ça m'intéresse parce que je vais l'utiliser, mais ça intéresse pas forcément tous ceux qui vont l'utiliser comme histoire derrière? Ouais, ça c'est un vrai sujet pour le coup, vu que je suis un utilisateur assidu de mon propre produit. Donc c'est cool parce que du coup j'ai les mêmes problèmes, j'ai des problèmes que je vois directement, mais ça peut faire un biais. Pour le coup, ça c'est à moi de réussir à tempérer ma vision du truc avec les entretiens que je fais. Pour l'instant là, j'ai réussi à avoir en call quasiment tous les utilisateurs. Donc ça permet d'équilibrer, mais c'est vrai que c'est un biais qui peut vite revenir et il faut que je sois vigilant. Ouais. Est-ce qu'il y a un produit récemment qui a guéri une de tes souffrances du quotidien que tu as découvert? Un produit que j'ai vraiment approfondi récemment, c'est Gumroad, qui est un outil qui permet aux créateurs, aux makers un peu du monde entier, de commercialiser, de monétiser leur création. Et typiquement, moi qui vendais des produits en indépendant sur Stripe depuis un an maintenant, en fait j'ai atteint mes sommets, j'ai dû commencer à récolter la TVA en fait. Et la récolte de la TVA, c'est quelque chose de très complexe qui dépend en fait des pays de l'acheteur avec des taux différents. C'est-à-dire que si un Espagnol achète un produit en France, il doit être facturé à la TVA espagnole, et le créateur français du coup doit contacter le gouvernement espagnol pour lui reverser la TVA. C'est très compliqué, et là peut-être que ce que je dis là c'est encore faux puisque je suis même pas encore sûr d'avoir compris comment ça marchait, mais toujours est-il que Gumroad résout ce problème-là
en s'occupant de ça quasiment intégralement. Et du coup, ça vraiment libère d'un poids de ouf, dans vraiment l'administratif pur, pour des créateurs qui préfèrent passer leur temps à faire des produits plutôt que s'occuper de la TVA, quoi. Donc ouais, Gumroad. On va passer maintenant à la troisième partie. Donc comme tu sais, chaque jour il y a un thème qui est abordé par l'invité du jour. De quoi est-ce que tu as Yes. décidé de nous parler? Et ben, j'ai décidé de vous parler de ProductOS. ProductOS, c'est un workspace pour Notion que j'ai conçu cette année, et en gros qui permet aux équipes produits et tech d'organiser leurs tâches, leurs objectifs, leurs épiques, leurs OKR dans un seul endroit, qui soit bien organisé et bien optimisé pour cet usage. Voilà. Donc si j'ai bien compris, ProductOS c'est un product system, donc l'idée de créer une méthodologie produit sur mesure qui s'adapte à son organisation. Exactement. Et pourquoi avoir choisi de parler de ça en particulier? Parce que je pense que c'est adapté pour un podcast qui parle de produits, et parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant. C'est la façon dont on organise un peu c'est un peu l'OS, un peu, c'est littéralement comme ça que je l'ai appelé, donc c'est le operating system de son orga, et pour le coup là c'était comment adapter son OS à ses outils, et comment faire la liaison entre les deux. Et pour moi c'est vraiment un sujet primordial, puisque ça impacte littéralement le quotidien de toute l'équipe, et de façon très approfondie, quoi. Et quand on adapte son OS et ses outils, est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de gagner en efficacité et en productivité, mais de compliquer l'onboarding après de personnes qui arriveraient, puisqu'elles doivent prendre en main cette nouvelle surcouche? Bah pour le coup c'est de la compétence des concepteurs de l'OS, de faire en sorte qu'il soit suffisamment simple à prendre en main, ou du moins de faciliter l'onboarding avec des tutoriels ou de la documentation. Mais l'idée c'est quand même de pas aller dans trop de complexité pour autant. Après c'est vrai que dans certaines boîtes, le niveau de complexité de leurs organisations est tel qu'il n'y a pas le choix. Mais pour le coup, le product OS, comme je l'ai envisagé, il s'adapte plutôt, il est plutôt adapté pour des startups jusqu'à peut-être 50, 100 personnes, et du coup, on arrive à échapper à ce niveau de complexité. Voilà, je pense que ça reste assez simple. Du coup, quand dans ton organisation tu veux justement mettre en place ProductOS ou un autre product system pour Ouais. simplifier ton organisation et être plus productif, est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête ou des erreurs à pas faire? Ouais, alors en général, ce que je recommande aux gens qui mettent en place un système comme celui-là, c'est de pas y aller de but en blanc, c'est d'aller plutôt progressivement, et de déployer un peu le système de façon pas instantanée, quoi. D'aller petit à petit d'une étape à l'autre, le temps que les équipes en place elles se familiarisent avec l'outil, elles fassent leur premier feedback, elles prennent le temps de s'en servir, etc. Parce que si on arrive avec d'un coup toute une nouvelle organisation complètement différente de celle qui existe, là c'est sûr que le taux d'adoption il va être faible, quoi. Les gens vont risquer de le rejeter en bloc, alors même qu'il y aurait des choses hyper intéressantes pour eux, quoi. Et toi, justement, quand t'as développé ProductOS, quelles étapes t'as mis pour le développer? Comment est-ce que t'as itéré dessus pour être sûr que tout marchait comme tu le voulais? Bah pour le coup, je suis allé un peu sur les besoins que j'avais moi en tant que PM à la base, et après j'ai itéré avec les retours des gens qui s'en servaient, qui m'ont dit que telle ou telle partie était pas si claire pour eux, qu'il manquait un module pour gérer les A/B tests par exemple, que la partie de gestion des problèmes elle était trop mélangée avec la partie de gestion des solutions. Donc ça c'est vraiment pour le coup les feedbacks qui m'ont permis d'itérer, quoi. Ok. Et du coup, là, par exemple, au quotidien, dans CopyStormer, tu utilises ProductOS. Bah pour le coup, moi j'utilise une version de ProductOS qui est adaptée au solo team, dans la mesure où ProductOS c'est vraiment fait pour des teams avec un PM, quelques développeurs, un designer, etc. Là pour le coup, comme je suis développeur, product manager, designer et marketeur tout seul, du coup j'ai une version un peu différente. Ouais. Mais c'est la même logique en tout cas. C'est vraiment c'est toujours le même OS, mais adapté à une personne. Justement, enfin, ce qui m'a frappé en rencontrant plein de gens du produit, c'est que, au final, le produit, c'est vivant. Chaque entreprise s'adapte et adapte ses méthodes. Comment est-ce que toi, quand t'as développé ProductOS, tu as laissé justement de la place à l'adaptation pour que chacun puisse vraiment s'approprier l'outil et le faire correspondre à ses besoins?
Bah pour le coup, là où j'ai un super avantage, c'est que ProductOS c'est basé sur Notion et que Notion structurellement c'est customisable. Donc en fait, de base, le workspace ProductOS, il était intrinsèquement customisable et pour le coup c'est un avantage que je trouve vraiment décisif quand on compare ça avec d'autres outils comme Jira ou Product Board par exemple. C'est que bah là en fait comme c'est basé sur Notion, vous pouvez absolument tout changer. C'est-à-dire que tout est optionnel, tout est modifiable. Ça, c'est vraiment intégré avec la puissance de Notion, qui est un outil vraiment formidable pour ça, quoi. Et du coup, t'as des exemples d'équipes très différentes qui utilisent ProductOS? Ouais, pour le coup, bah, je sais pas si je peux citer les noms, mais j'ai des équipes, j'ai des équipes qui sont de petite taille, qui viennent de se lancer, donc avec un CEO qui avait pas trop le temps de créer lui-même son espace. J'ai aussi des équipes où c'est carrément le head of product qui l'a mis en place pour toutes ses squads. Donc ça se scale bien sur plusieurs équipes et tout ce qui est entre les deux, quoi. Donc ça c'est assez chouette. Ouais. Et comment, du coup, est-ce que tu mesures l'impact que ProductOS a sur ces équipes? Bah, c'est là où c'est le plus gênant, c'est l'inconvénient de vendre des templates sur Notion, c'est que à partir du moment où les gens installent le template chez eux, bah il y a plus de lien avec moi et du coup je peux pas installer de la data, je peux pas récolter de la donnée sur l'utilisation. Tout ce que je peux me baser, c'est vraiment sur les déclaratifs des gens qui après coup me disent que ils s'en servent et que ça leur a apporté de la valeur. Donc c'est un peu la limite enfin c'est un peu l'inconvénient de vendre des produits add-on de Notion qui ne sont pas reliés à un serveur par exemple. Et du coup, j'imagine que pareil, quand tu itères sur le produit, il y a ce problème-là aussi de comment est-ce que tu fais passer l'itération aux équipes qui l'utilisent déjà ou pas? Ouais, ça pour le coup c'est un sujet. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en sortais en envoyant des mails avec des tutoriels pour expliquer comment installer la nouveauté. Mais c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple si je pouvais les installer à distance, comme dans n'importe quel SaaS où les updates se font en arrière-plan et que les gens s'en rendent pas compte, quoi. Là, on est un peu retourné à l'époque de il y a une mise à jour, veuillez réinstaller veuillez redémarrer votre ordinateur, installer le nouveau CD. Enfin, c'est un peu la limite, quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, du coup, veut se lancer sur ProductOS pour le prendre l'outil au mieux en main? Bah pour le coup, je conseillerais de bien regarder les petits gifs animés que j'ai mis pour expliquer un peu le fonctionnement, de prendre aussi en main de prendre connaissance plutôt la logique un peu derrière ProductOS, donc comment s'articule en fait la gestion des tickets avec la gestion des sprints, avec la gestion des problèmes, avec les OKR, enfin comment tout cela se comment tout cela s'agence et de se demander si c'est la façon dont on veut gérer son équipe, quoi. Ça peut ne pas être le cas et la logique que je propose, l'OS que je propose, il découle un peu de cette logique là, quoi. Et pour terminer, est-ce que tu as 3 tips ou astuces concernant ProductOS que tu peux partager? Ouais, des petits tips de bonne utilisation de Notion, j'en ai même plein. J'en ai sélectionné des chouettes. Il y en avait un que je trouve très cool et qui est récent, qui arrive depuis pas longtemps sur Notion. C'est la possibilité de synchroniser son Jira ou son GitHub avec Notion et de façon hyper optimale. En gros, pour les équipes par exemple qui ont leur dev sur Jira et qui jamais de la vie ne pourront quitter Jira parce qu'ils sont trop enchaînés, mais qui derrière aimeraient passer sur Notion et utiliser ProductOS, et bah maintenant c'est possible. Du coup, en plus c'est facile à faire. Il suffit de prendre le lien de son dashboard de Jira, enfin, littéralement de copier le lien dans la barre d'URL et de coller ce lien dans Notion. Et en fait, en faisant ça, bah ça va déclencher une synchronisation entre le Jira et le Notion, de sorte que dès qu'un truc change dans Jira, et bah le Notion soit mis à jour. Et donc en fait, on peut carrément avoir tous ces tickets qui sont reflétés instantanément en temps réel dans Notion, comme si c'était des tickets Notion directement. Et alors qu'en fait, ils viennent de Jira. Et ça, c'est aussi possible sur GitHub et GitLab. Et vraiment, ça marche super bien. Franchement, c'est pour le coup, je trouve ça vraiment très cool. Pouvoir combiner la puissance de Jira avec la puissance de Notion avec un copier-coller littéralement. Et je dirais peut-être deuxième tips assez sympa, ça serait de faire gaffe quand on crée une nouvelle page et de plutôt penser en termes de base de données qu'en termes de page. En gros, pour avoir vu un certain nombre d'espaces Notion à travers les boîtes où j'ai bossé en mission, j'ai constaté un truc assez constant, c'est que bah, les gens, dès qu'ils avaient un truc à dire ou quelque chose à faire, ils créent des nouvelles pages.
Et ça a ses avantages, c'est-à-dire qu'on peut la créer n'importe où, il n'y a pas besoin de connaître l'espace, on crée une page, on met son info dedans. Sauf que, in fine, ce qui se passe, c'est que, en fait, on a des pages dans tous les sens, et c'est hyper dur d'après de s'y retrouver. Et c'est vraiment comme ça qu'on casse un workspace, quoi, qu'on le rend inutilisable. Et du coup, l'alternative, ce serait vraiment de réfléchir en termes de base de données, donc en termes de système, en fait, de bases de données reliées entre elles, et de pouvoir de pouvoir ajouter son information au bon endroit, dans la bonne base, parce que les bases de données sont bien plus puissantes pour retrouver et afficher l'information que les pages. Vous pouvez faire des filtres, vous pouvez faire des vues, vous pouvez les ajouter à différents endroits, vous pouvez les combiner avec d'autres informations, vous pouvez faire des calculs, choses qui sont pas du tout possibles avec les pages. Donc en fait, c'est vraiment réfléchir en termes de base de données. Voilà. Trop bien. Et est-ce que tu as un mot de la fin pour terminer cet entretien ? Merci de m'avoir proposé. Voilà, c'est cool. J'espère que ça va apporter de la valeur à tes auditeurs. Et voilà. Merci à toi d'avoir participé. Et je crois que tu avais un code promo aussi pour ceux qui voudraient justement essayer ProductOS. Yes, carrément. Du coup, code promo Afternoon. Donc, vous pouvez aller sur ProductOS Notion. Vous pouvez me trouver facilement sur Google et taper Afternoon dans la zone code promo. Et voilà, ça vous fera un super discount. Voilà. Super. Merci beaucoup. Salut. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!